Bienvenue dans Indiscipliné, un podcast proposé par l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Partons à la croisée des disciplines, à la rencontre des scientifiques qui nous racontent le monde par la lorgnette de leurs connaissances. Aujourd'hui, équilibre, flux de matière et d'énergie, fonctionnement, diversité, dynamique, cycle de la matière, relations d'interdépendance, réseau d'interaction. un monde d'écosystèmes. Pour cet épisode, 4 scientifiques se sont prêtés au jeu. Emmanuel Discan, je suis chargé de recherche au CNRS, affecté au laboratoire TRACE à Toulouse. Je travaille en fait sur les écosystèmes passés, sur une période reculée de la préhistoire qu'on appelle le paléolithique. Sonia Kefi, je suis écologue au CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Je m'intéresse à ce qui détermine la stabilité des écosystèmes, cherche à comprendre pourquoi certains écosystèmes sont plus fragiles que d'autres face à des perturbations et quels sont les mécanismes impliqués. Je m'appelle Elisa Thébault, je suis chercheuse au CNRS dans l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris. Donc, je suis écologue et je m'intéresse à la structure des réseaux d'interaction entre espèces et leurs conséquences sur le fonctionnement et la stabilité des écosystèmes. Je m'appelle Colin Fontaine, je suis chercheur CNRS et je travaille au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, qui est un laboratoire situé au Muséum national d'histoire naturelle. Je suis écologue et je m'intéresse en fait à la réponse, de façon générale, à la réponse aux perturbations des communautés et des écosystèmes. Et je fais ça en utilisant des approches de réseau d'interaction, c'est-à-dire que je m'intéresse à qui mange qui parasite qui pollinise qui, donc qui fait quoi avec qui dans ces écosystèmes, et comment ces relations entre les différentes espèces conditionnent la réponse aux perturbations de ces systèmes écologiques. Pour commencer, une question centrale mais peu évidente. Un écosystème, qu'est-ce que c'est ? Sonia Kefi. Le terme d'écosystème a été mentionné pour la première fois par l'écologue britannique Arthur Tansley dans une publication qui date de 1935. À l'époque, Tansley propose que les écosystèmes, donc ces entités qui incluent une composante à la fois vivante et une composante non vivante en interaction, sont des entités qui constituent les unités de base de la nature. Emmanuel Discan. Un écosystème, c'est un ensemble qui regroupe d'une part un environnement physico-chimique, le biotope, et d'autre part toute une communauté d'êtres vivants qui sont en relation, la biocénose. Et toutes ces composantes sont en interaction. D'une part, bien sûr, interaction entre le milieu physique et les êtres vivants, mais aussi entre les êtres vivants eux-mêmes, par exemple dans le cadre d'une chaîne alimentaire, entre les plantes, les herbivores, les carnivores, les décomposeurs. Elisa Thébault. Il n'y a pas de limite a priori spatiale ou temporelle dans la définition d'un écosystème, puisque c'est une définition vraiment large. Et en fait, ces limites, elles vont dépendre du point de vue et de la question étudiée. Un écosystème, ça peut être aussi bien une flaque d'eau que l'océan tout entier. Et il est également important de noter en fait que dans cette notion d'écosystème, les écosystèmes ne sont pas isolés les uns des autres. À titre d'exemple, les écosystèmes marins peuvent fertiliser les écosystèmes terrestres sur les îles, par exemple, via les déjections d'oiseaux marins qui nichent sur les îles mais se nourrissent en mer. Les écosystèmes sont donc des espaces d'interaction variés et reposent sur un équilibre qui peut être bouleversé de diverses façons. Alors les écosystèmes peuvent être modifiés en fait de façon importante par de nombreux facteurs qui sont pas toujours évidents à prévoir. Donc je vais juste donner un exemple ici. Par exemple, l'extinction locale d'une espèce peut suffire à modifier fortement le fonctionnement d'un écosystème. On peut prendre l'exemple notamment des prédateurs dans un écosystème. Si on reprend l'exemple de la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone, on a observé que cette réintroduction avait entraîné la restauration d'une partie des écosystèmes de bord de rivière dans le parc, car ces écosystèmes étaient dégradés précédemment du fait d'une trop forte pression d'herbivorie des cervidés. Donc on voit bien que suivant la présence ou l'absence d'une espèce, on peut avoir des écosystèmes qui peuvent être dans des états très différents.
Emmanuel Discan. Certains bouleversements, comme un changement climatique, un feu de forêt ou la construction d'une autoroute, peuvent entraîner la disparition d'un écosystème et l'émergence d'un nouveau, où les acteurs et les relations entre eux auront changé. Cela veut dire bien sûr que les écosystèmes sont loin d'être éternels. Et l'étude de notre passé en donne de multiples preuves. Dans mon travail, j'étudie des sites archéologiques et paléontologiques qui regorgent d'indications d'écosystèmes disparus. Ces sites constituent en ce sens des sortes d'archives des écosystèmes passés. C'est difficile à imaginer, mais par exemple, il y a quelques dizaines de milliers d'années, la Charente était peuplée de troupeaux de bisons, de mammouths et de rhinocéros laineux, eux-mêmes chassés par des hyènes et des lions des cavernes. Ces écosystèmes ont depuis été remplacés par d'autres, au gré des fluctuations climatiques, des perturbations extérieures et des activités anthropiques, et ces changements continuent de s'opérer à un rythme qui s'accélère. Sonia Kefi. La capacité des écosystèmes à se régénérer, c'est-à-dire à revenir à leur état initial suite à une perturbation, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et cette régénération, elle peut être très lente. Par exemple, dans certains écosystèmes, on peut observer des traces d'activité humaine passée très longtemps après l'arrêt de cette activité. Par exemple, dans certaines communautés de plantes, on retrouve encore aujourd'hui des traces de pâturage passé près de 1500 ans après l'arrêt du pâturage. Alors dans certains cas, une perturbation, même graduelle, ne conduit pas à un changement graduel de l'écosystème. Sous l'effet de pression croissante, certains écosystèmes peuvent atteindre des points de non-retour au niveau desquels ils subissent des transformations abruptes de leur état, que l'on appelle transition catastrophique. Alors une des caractéristiques de ces transitions catastrophiques, c'est qu'il est généralement difficile, voire impossible, de revenir à l'état initial de l'écosystème une fois que la transition s'est produite, même si la pression diminue ou disparaît. Pour mieux comprendre ce que sont les écosystèmes et comment ils fonctionnent, penchons-nous sur 3 exemples concrets. Premier exemple, la steppe à mammouth, un macro-écosystème qui a disparu depuis bien des millénaires. Elle nous est présentée par Emmanuel Discan. En effet, il y a un peu plus de 20 000 ans, au dernier maximum glaciaire, cette steppe à mammouth était le biome dominant sur la planète Terre. Ce macro-écosystème de climat froid et aride s'étendait dans toute l'Eurasie, du nord de l'Espagne jusqu'au Canada, y compris en Béringie, ce vaste territoire aujourd'hui sous les eaux qui faisait la jonction entre l'actuelle Sibérie et l'Alaska, qui se place du coup au détroit du même nom, le détroit de Bering. Ce biome était le refuge d'une diversité et d'une biomasse considérable de grands herbivores. Mammouths, rhinocéros laineux, bisons, chevaux, antilopes taïga, rennes, bœufs musqués, etc. Ce sont les conditions climatiques, mais aussi l'importante pression de broutage exercée par ces grands herbivores qui permettait le maintien de ces paysages ouverts, steppiques et très productifs. Et en fait, l'actuel pays sibérien est rempli de traces de cet ancien écosystème. Le sol est jonché d'ossements et le pergélisol, actuellement en fondant, relâche des momies congelées de mammouths, de lions des cavernes et de beaucoup d'autres espèces disparues. Quand on y réfléchit, c'est assez paradoxal en fait. En Sibérie, d'une part, la montée des températures fait aujourd'hui ressortir du sous-sol les traces de ces anciens écosystèmes froids qui abritaient une biodiversité impressionnante et perdue à tout jamais. Et d'autre part, en même temps, on se retrouve au milieu de paysages qui sont aujourd'hui en péril face au réchauffement climatique. Deuxième exemple, les écosystèmes arides, dans lesquels l'eau est l'élément majeur qui limite la reproduction, la croissance et la survie des êtres vivants. Ils recouvrent 41% de la surface des terres émergées et sont caractérisés à la fois par une pluviométrie faible et variable et des températures élevées. Sonia Kefi nous en parle. Dans les écosystèmes arides, l'apport en eau ne permet pas à ce que le couvert végétal soit continu dans l'espace. C'est-à-dire qu'au contraire, on observe en général un couvert végétal qui est clairsemé avec des îlots de plantes qui sont séparés les uns des autres par des zones de sol nus. Et de nombreuses interactions existent entre les plantes, entre les espèces de ces écosystèmes, et en particulier entre les plantes. Par exemple, une compétition très forte pour la ressource limitante qu'est l'eau.
Mais il y a aussi des interactions de facilitation qui sont importantes et caractéristiques de ces écosystèmes. Parce que dans ces milieux, certaines espèces de plantes qui sont adaptées aux conditions rudes de ces milieux créent sous leur canopée des conditions favorables au recrutement d'autres espèces qui sont, elles, moins adaptées à ces conditions. Par exemple, en créant de l'ombrage, en augmentant la disponibilité en eau et en matière organique, et en diminuant les différences de température entre le jour et la nuit. On parle d'espèces ingénieurs des écosystèmes, pour ces espèces qui facilitent de nombreuses autres espèces de ces écosystèmes. Les écosystèmes arides sont fortement utilisés par les activités humaines, en particulier pour l'agriculture et le pâturage. Et parce qu'il y a eu une croissance démographique très importante dans ces zones ces dernières décennies, les pressions exercées par les activités humaines sur les écosystèmes arides ont elles aussi augmenté, conduisant parfois à la dégradation de ces écosystèmes et à des impacts négatifs directs sur les populations qui vivent et dépendent des écosystèmes arides. Pour notre dernier exemple, intéressons-nous aux écosystèmes lentiques, qui sont des écosystèmes aquatiques d'eau douce, à renouvellement lent, comme les lacs ou les mares. De la plus petite mare à l'immensité des lacs, comme le lac Victoria, ils sont de bons modèles pour comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Elisa Thébault nous en dit plus. C'est des écosystèmes qui peuvent abriter une grande diversité d'espèces qui interagissent entre elles et avec leur environnement de façon très diverse. Donc parmi ces groupes d'espèces et leurs interactions, on peut citer déjà le phytoplancton qui est constitué d'algues microscopiques et ce phytoplancton est une des bases principales des chaînes trophiques de l'écosystème. Donc ce phytoplancton est consommé en partie par le zooplancton qui lui est constitué de nombreuses espèces d'invertébrés de petite taille. Et ce zooplancton est lui-même consommé par d'autres groupes d'espèces tels que des groupes d'espèces d'invertébrés comme des larves d'insectes ou des vertébrés comme les poissons. Donc ces prédateurs peuvent être eux-mêmes consommés par d'autres espèces comme des poissons piscivores par exemple. Donc on voit qu'on a tout un réseau d'interactions trophiques dans ces écosystèmes. Alors il est important aussi de citer d'autres types d'interactions et d'autres groupes d'espèces qui vont intervenir dans le fonctionnement de ces écosystèmes lentiques. Donc on retrouve notamment les bactéries qui consomment la matière d'origine animale ou végétale et jouent ainsi un rôle majeur dans la décomposition et le recyclage des nutriments tels que l'azote ou le phosphore. Et il faut aussi noter que comme dans tout écosystème, on ne va pas avoir seulement des interactions de consommation ou des interactions de prédation entre les espèces, mais on peut avoir des interactions autres, telles que par exemple les plantes aquatiques qu'on peut retrouver dans ces écosystèmes lentiques, qui peuvent fournir un habitat à certaines espèces ou un abri face aux prédateurs. En ce qui concerne ces écosystèmes, ils ne sont pas isolés donc des autres écosystèmes qui les entourent et ils peuvent notamment avoir des interactions fortes avec des écosystèmes terrestres. Notamment, ils peuvent recevoir par exemple des apports importants de sol ou de matière végétale des écosystèmes environnants via l'érosion des sols ou via le vent. Donc ces apports vont avoir un impact assez important en termes de fonctionnement des écosystèmes et on peut aussi retrouver d'autres types d'interactions entre écosystèmes lentiques et écosystèmes environnement via le fait que certaines espèces peuvent établir un lien en fait entre ces différents écosystèmes. On peut prendre par exemple l'exemple de certaines espèces qui vont avoir un stade de vie aquatique et un stade de vie terrestre. Un bon exemple, c'est les moustiques, dont les larves sont aquatiques, tandis que les adultes sont terrestres. Alors ces écosystèmes lentiques peuvent être déstabilisés par un certain nombre de facteurs, et un des facteurs les plus connus, qui est assez majeur, c'est celui lié à l'apport de phosphore et d'azote issus des sols agricoles notamment ou des rejets d'épuration qui vont affecter très fortement la diversité et le fonctionnement de ces écosystèmes.
Donc les apports nutritifs d'azote et phosphore peuvent entraîner l'eutrophisation de ces écosystèmes qui mènent à des proliférations d'algues ou de cyanobactéries qui sont parfois toxiques et qui vont être associées à une diminution de la biodiversité et la disparition de certaines espèces de plantes aquatiques. Il existe une multitude d'écosystèmes. Le corps humain lui-même en est un, et leur préservation est la garantie de notre propre équilibre. C'est ce que nous explique Colin Fontaine. Depuis plusieurs décennies, on a de plus en plus de preuves que les écosystèmes se dégradent. Alors cette dégradation, elle n'est pas la même partout, et il est important de savoir que cette dégradation est une dynamique temporelle qui va pas forcément aussi vite ou aussi mal partout. Par exemple, dans les océans, la quantité de poissons se réduit, ce qui crée une perte de diversité, une perte d'abondance de ces espèces dans ces écosystèmes. Un autre exemple, en milieu agricole, les champs dans lesquels une seule espèce ou même une seule variété est cultivée sont des systèmes qui sont sensibles aux ravageurs et peu stables face à de telles menaces. La diversification de ces écosystèmes, que ce soit dans les champs ou autour des champs, permet au contraire de réduire cet impact, de les rendre plus stables. La perte de la diversité d'espèces et des interactions qu'elles ont entre elles entraîne donc une plus forte sensibilité aux perturbations, ou autrement dit, une moins grande stabilité. Alors les causes de cette dégradation sont fortement liées à notre façon de vivre, à nos activités. Par exemple, certains types d'agriculture ont des effets néfastes sur la biodiversité. Par exemple, par la simplification des habitats qu'elle entraîne ou l'utilisation de pesticides. On peut penser aussi au changement climatique qui, en changeant la température qu'il fait aux différents endroits, a des effets sur les aires de répartition des espèces, c'est-à-dire où est-ce qu'on retrouve les espèces, et leur période d'activité. Tout ça crée une réorganisation qu'on maîtrise mal et dont les conséquences sont peu évidentes à cerner. Enfin, on peut penser aussi comme cause de cette dégradation des écosystèmes à l'artificialisation de notre environnement, avec par exemple le développement urbain qui génère des zones imperméables, sans sol, et ce qui diminue la place laissée à la nature et en conséquence diminue le nombre d'individus qu'on peut trouver, diminue leur diversité et affecte le fonctionnement et la stabilité de ces systèmes. Mais il faut rappeler que la vision que nous avons aujourd'hui des écosystèmes peut être biaisée si nous ne prenons pas un peu de recul pour observer leur évolution sur le long terme. Travailler sur les écosystèmes du passé est donc également indispensable. C'est une partie des recherches d'Emmanuel Discan. Sans profondeur temporelle, on ne peut pas avoir de recul sur comment les écosystèmes évoluent ou comment une espèce peut s'adapter à un changement climatique, par exemple. Et c'est d'autant plus important si l'on se rappelle que la quasi-intégralité des écosystèmes actuels ont déjà été perturbés par les activités humaines. Dans ces conditions, il est donc difficile de retrouver le fonctionnement naturel d'un écosystème ou d'une espèce. Et à cause de ça, la distribution actuelle d'une espèce, elle n'est pas forcément représentative de ses préférences écologiques ou de ses capacités d'adaptation. L'un des meilleurs exemples de ça, c'est le bison européen. Après avoir occupé toute l'Eurasie, les derniers bisons sauvages d'Europe ont disparu après la Première Guerre mondiale, puis ils ont commencé à être réintroduits dans leur milieu naturel à partir des années 50 dans les forêts en Pologne. Comme ce bison était surtout connu pour habiter la forêt avant de disparaître, c'est dans ces écosystèmes qu'il a été réintroduit. Et pourtant, depuis, les données paléoécologiques ont démontré que c'est notamment à cause des activités humaines que les derniers bisons européens s'étaient réfugiés dans les forêts. En réalité, leur niche écologique est bien plus grande et les bisons préfèrent les milieux de prairies ouvertes. Dans cet exemple, la paléoécologie peut donc aider aux politiques de conservation d'espèces ou d'écosystèmes en voie de disparition,
parce qu'elle fournit une vision moins biaisée par les activités humaines de l'habitat d'une espèce. Si la science peut nous aider à comprendre le fonctionnement des écosystèmes, elle peut aussi nous accompagner afin de prendre les bonnes décisions pour les protéger. Colin Fontaine. Le rôle de la science, c'est de mettre en évidence et de faire connaître l'état de ces écosystèmes, leur dynamique de dégradation, mais aussi d'identifier les causes de cette dégradation. Il faut donc d'une part documenter cela en assemblant toutes les connaissances que nous avons, et d'autre part transmettre ces connaissances, les faire savoir. Afin de mieux faire le lien entre science et société, deux choses sont nécessaires à mon sens. D'une part, il faut produire des indicateurs que les décideurs puissent s'approprier et sur lesquels ils puissent s'appuyer pour mettre en place leur politique, et cela de façon éclairée sur ces sujets. Et d'autre part, il faut diffuser la connaissance plus largement auprès de tous, auprès du grand public, mais aussi des acteurs de la société, les industriels, les agriculteurs, les gestionnaires de milieux naturels ou d'espaces verts, par exemple. Alors ces deux objectifs peuvent être remplis grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle la science participative, qui consiste à impliquer les citoyens volontaires, par exemple pour la récolte de données sur l'état des écosystèmes. Cela permet de diffuser la connaissance, de faire monter les citoyens en compétences et de favoriser la compréhension des écosystèmes et de leur état. Cette forme de science, la science participative, a un effet sur la société en ce sens qu'elle influence la façon dont les gens perçoivent et comprennent leur environnement. On se soucie et on aime que ce que l'on connaît. Donc c'est vraiment important de faire connaître ces écosystèmes et leur fonctionnement. D'autre part, la science participative, en impliquant de nombreuses personnes dans la récolte de données, permet de récolter des données à large échelle spatiale et temporelle, données qui sont nécessaires pour construire des indicateurs utiles à la prise de décision. Protéger la biodiversité et les écosystèmes au sein desquels elle se trouve est extrêmement important pour nous humains, car nous en dépendons pour nous nourrir ou avoir un cadre de vie agréable. Cela étant, c'est une vision assez utilitariste de la biodiversité, où on veut la protéger car on en tire des bénéfices. Et peut-être pourrions-nous protéger la biodiversité et les écosystèmes qui l'accueillent, juste parce que cette biodiversité et ces écosystèmes existent et qu'ils ont le droit d'exister. Les écosystèmes existent à toutes les échelles de temps et d'espace. Ils reposent essentiellement sur 3 notions, les interactions, la diversité et l'équilibre. Il est donc essentiel de les comprendre pour mieux saisir le fonctionnement de notre planète et mieux la préserver. Merci aux personnes qui ont participé à la réalisation de ce podcast. Pour plus de contenu, rendez-vous sur le site de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS.